Bienvenue dans le musée mouvant. L'histoire de l'art, racontée comme si vous y étiez. Êtes-vous prêts pour un nouveau voyage dans le temps ? Nous retournons aujourd'hui, une fois encore, au 19e siècle, à la rencontre d'un artiste provocateur, bien malgré lui. Édouard Manet a profondément bouleversé le monde de la peinture sans même le vouloir. Vous allez bientôt le constater, en art, il y a un avant et un après Manet. Rien de moins. Paris, 1863. L'empereur Napoléon III promène ses saillantes moustaches et barbichettes au salon de peinture et de sculpture du Palais Royal. Il est en train de s'ébaudir devant une Vénus peinte par Cabanel. Quintessence de l'art pompier, absolument kitschissime, on voit sur cette œuvre une Vénus langoureusement allongée sous une nuée de chérubins, dans une pose d'abandon des plus suggestives. Mais attention, ce n'est pas vulgaire. Vulgaire ? Je trouve ça vulgaire. Et non, puisque le tableau représente une déesse, sa mièvrerie érotique est parfaitement tolérée et même admirée. Cette Vénus, finalement, symbolise le goût dominant de l'époque. Et Napoléon III, ravi, achète la toile. Et Édouard Manet dans tout ça ? Eh bien, il n'est pas là. Il a été rejeté du salon officiel. Mais pour la toute première fois, Napoléon III a autorisé cette année, en 1863 donc, l'ouverture d'un autre salon réservé aux artistes refusés. C'est là-bas qu'Édouard Manet expose et fait sensation, mais pas toujours dans le bon sens. Il y a du monde dans ce salon des refusés, presque autant qu'au salon officiel. Toutefois, les gens n'y viennent pas forcément avec les mêmes intentions. Les entendez-vous rire ? Une partie du public ne vient que pour se gausser devant les croûtes des artistes ratés, les rebuts même pas foutus d'exposer dans un salon convenable. Le tableau devant lequel il s'esclaffe le plus est le Déjeuner sur l'herbe de Manet. L'œuvre représente deux messieurs, habillés de façon contemporaine, assis dans l'herbe en compagnie de deux femmes entièrement nues. Ces femmes ne semblent pas gêner le moins du monde. L'une d'elles regarde même le spectateur droit dans les yeux, un sourire insolent aux lèvres. Alors ça, c'est la meilleure. Des femmes nues comme des vers, qui n'ont pas l'excuse d'être des déesses antiques, c'est affreusement vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Oui. Pour en rajouter dans l'ambiguïté, les messieurs, eux, sont tout habillés. C'est forcément sexuel, cette histoire. Ouh là là, c'est la décadence. Mais la foule est moins offusquée par cela que par la technique de Manet. La ligne nette et l'aspect lisse de la peinture académique ont été jetés aux ordures. Ici, on voit le coup de pinceau, les traces de brosse. « Ce n'est pas une toile, c'est un brouillon !» s'exclament quelques-uns. La perspective est en effet complètement écrasée, on ne perçoit aucune profondeur de champ. Surtout, on croit qu'Édouard Manet a un énorme compas dans l'œil, tant ses personnages ont l'air plats et sans volume. Il a en effet abandonné les dégradés au profit de violentes oppositions de couleurs. La femme du premier plan, par exemple, est si blanche qu'on la croirait faite de lumière. Pourtant, il suffit de mettre son visage en plein soleil pour comprendre l'effet que le peintre cherchait à produire. Les ombres et les plis s'estompent, le nez est à peine souligné et les reliefs disparaissent. C'est ça que Manet retranscrit en peinture, mais il n'est pas compris. Le public est persuadé qu'au mieux, Manet se fout de leur gueule, et qu'au pire, il est terriblement mauvais et devrait absolument changer de métier. C'est honteux. Dès le lendemain, il se fait laminer dans tous les journaux. Un célèbre critique lui refait, figurativement, le portrait. Je dois dire que le côté grotesque de son expression tient à deux causes. D'abord à une ignorance presque enfantine des premiers éléments du dessin, ensuite à un parti pris d'une vulgarité inconcevable. De son côté, Édouard Manet ne piche pas trop non plus. Il a reçu une formation académique et est un fin connaisseur d'histoire de l'art. Il n'a jamais cherché à mettre le boxon, au contraire, il puise son inspiration dans la grande peinture classique. Titien, Vélasquez et Goya sont ses idoles, et eux aussi utilisaient une touche particulière pour brosser leurs toiles. Manet ne fait que continuer et pousser leurs précédentes recherches. Alors non, vraiment, la situation le dépasse un peu. Oui, bon, il s'écarte des conventions admises pour mieux se fier à son observation et à son expérience, certes, comme pour les reliefs écrasés par le soleil par exemple. Mais cela justifie-t-il un tel scandale ? Quand il pense à la Vénus achetée par Napoléon III, Manet grince des dents. Pour lui, la différence de traitement entre ces nus du Déjeuner sur l'herbe et celui-là ne fait que souligner l'hypocrisie de son temps. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? En déchaînant les ardeurs au salon des refusés, Édouard Manet a, sans le faire exprès, marqué le coup d'envoi d'une guerre féroce entre artistes et critiques qui va durer plus de 30 ans. Il faut imaginer qu'à l'époque, les débats sur l'art sont encore plus houleux que ceux sur le pain au chocolat ou la chocolatine. C'est passionnel, une véritable question de société et de conception culturelle.
Manet, en voulant explorer et approfondir ses expérimentations artistiques, a changé les règles du jeu et le regard sur la peinture. Il a aussi poursuivi la démarche de Gustave Courbet, celle qui refusait de définir l'importance d'une œuvre par rapport à son sujet. Les jeunes artistes voient Édouard Manet comme un précurseur, et autour de lui se forme peu à peu toute une communauté de peintres d'avant-garde. Ce seront les futurs impressionnistes. C'était Camille Dupont-Quéron dans le musée mouvant.